Effectivement, le changement de paradigme, on va essayer de le matérialiser à travers l'approche qui a été appliquée au centre-bourg de Langouette, qui a pour but en fait de résorber toutes ces dents creuses en fait, et les construire vraiment dans une optique d'économie circulaire à impact positif, cradle to cradle. Dans l'idée, ce n'était pas justement d'avoir une approche réductionniste, mais de se dire comment on pouvait, par des choix architecturaux et de matériaux, faire en sorte de pouvoir en fait créer de la valeur, innover et faire de l'upcyclage en fait des matériaux, donc faire du bien plutôt que faire moins mal. Donc dans une optique où on n'est pas en train de réduire nos déchets, mais de faire en sorte que les matériaux qu'on va utiliser pour la construction du centre-bourg restent des ressources pour être renouvelables, soit à travers des cycles techniques, soit à travers des cycles biologiques. Dans l'approche, c'est aussi en fait la notion de déchet n'existe pas. Donc on ne tend pas vers le zéro déchet, on dit en fait toutes les ressources comme dans la nature. La nature n'a pas de déchets, en fait tout se transforme à travers un cycle biologique. Et on peut en fait imiter ce cycle-là en fait sous forme de cycle technique dans nos artefacts humains. L'idée aussi, c'est de s'appuyer le plus possible sur les énergies renouvelables, donc toujours pour être dans des cycles, puisque la photosynthèse naturelle en fait peut être imitée grâce aux énergies renouvelables d'origine solaire. La diversité, la coopération, on verra qu'en fait on a beaucoup coopéré dans la production de ce projet-là avec les habitants, avec les professionnels, avec les acteurs de la région, et surtout d'avoir une vision systémique. Dans la nature, des écosystèmes qui créent de la valeur collectivement parce que chacun va contribuer à apporter à l'autre, et cette contribution collective et mutualisée qui permet de créer davantage de valeur. Et c'est pour ça qu'on n'est pas dans le déchet, chacun va apporter sa pierre à l'édifice pour que tout se renouvelle en fait. Donc il y a un processus de certification qui regarde justement la non-toxicité des matériaux, parce que quand on parle d'économie circulaire, on oublie souvent le côté non-toxicité. Donc si on recycle en fait des produits, par exemple quand on fait de la ouate de cellulose, posons-nous la question en fait de l'encre qui a été utilisée pour produire les journaux. Est-ce qu'elle était toxique, pas toxique? Souvent il y a du bore en fait. Faire attention en fait aux composants qu'on va mettre dans nos produits, surtout s'ils sont en fait upcyclés, ce qui demande justement de faire lors de l'éco-conception de ces produits-là, de penser leur vie future, de savoir quand je vais produire un journal, si je n'utilise pas la bonne encre, il ne pourra pas peut-être être un bon isolant dans ses vies futures. Donc tout ça, ça fait vraiment partie de la réflexion amont quand on fabrique des produits, et donc des produits qu'on va utiliser pour fabriquer des bâtiments. Il y a un processus aussi de référencement au niveau des bâtiments. Ça concerne des bâtiments de 74 000 m² comme le nouveau siège social de Vinci, ou 500 m² comme le premier bâtiment qui a été référencé ci-aussi dans les Hauts-de-France, en fait, qui est une maison de projet. Donc les principes en fait, de Langouette 100% circulaire, c'est déjà d'abord avoir une intention positive. Donc l'intention qu'on va mettre en fait, dans le bâti, dans un centre-bourg, va être très différente selon qu'on va avoir un impact positif ou réductionniste, ou alors aucune intention particulière, hormis fonctionnelle. Donc là, il y a un gros travail en fait, avec les habitants, justement pour dire quelle serait cette empreinte positive en matière par rapport à l'eau, par rapport à l'air, par rapport à l'énergie, la biodiversité, la dynamisation de la commune, etc. Je passe rapidement. Donc le deuxième, c'était vraiment avoir une vision systémique, c'est-à-dire comment on va par rapport à cette dizaine de lots voilà, qui étaient en déshérence, comment on va pouvoir en fait justement les connecter les uns aux autres et faire en sorte qu'on va avoir justement un lot qui va être dédié justement à un habitat léger nomade. Tu en parleras après davantage. Un lot qui va être plus habitat individuel, on va peut-être tester en fait une construction de terre. Un lot en fait qui va, celui-là moins intéressant, un lot qui va être par exemple ici un habitat collectif intergénérationnel, donc plus classique, bois, paille, etc. Un lot qui va servir de cœur nourricier aussi bien en termes d'alimentation sur base de permaculture qu'énergétique pour l'ensemble des autres lots en complément en fait, de l'existant et en connexion en fait, avec l'existant. Un lot qui va permettre justement de pouvoir parler de tout ça, de former la permaculture, aussi à l'économie circulaire, de dynamiser culturellement en fait, la commune. Un lot où on peut faire l'expérimentation, par exemple, on en parlera tout à l'heure, en fait, en matière d'habitat bioclimatique. Donc cette somme, en fait, cette variété, cette diversité en termes de programmation de la commune est une source de richesse, de diversification et d'innovation. Donc, au niveau en matière d'innovation, justement, donc on s'est amené, par exemple, outre la partie matériaux dont je vais parler dans un instant, donc il y a eu toute cette partie en fait énergétique, cette partie en fait voilà, smart grid en fait à partir de trackers solaires en plusieurs phases avec de l'autoconsommation, du stockage. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est très innovant par rapport à ce qu'on peut trouver par ailleurs dans les réalisations en France. Toute la partie permaculture où il y a un projet qui est en train de se développer d'ores et déjà.
toute la partie collaborative et bien-être qui est évidemment extrêmement importante, donc il faut pour ça se donner les moyens et les espaces qui vont bien. Toute la partie purification des eaux usées à partir de la phytoépuration, biodiversité, tourisme écologique, donc tout ça sont des choses qui se complètent et qui permettent dans cette vision systémique justement de créer de la valeur et de pouvoir évidemment se nourrir les unes des autres, puisque par exemple cette voiture autopartagée qui contribue en fait à la mobilité décarbonée peut être rechargée avec l'énergie qu'on va produire à partir de ces trackers-là, etc., etc. Oui. Je ne rentre pas dans le détail, mais cette vision est systémique, et Daniel insistait beaucoup là-dessus, c'était vraiment important, et c'est pour ça qu'il avait choisi l'approche C2C, est vraiment fondamentale pour créer de la valeur. Le dernier principe plus important, c'est ouvrir une banque à Languette. Donc on a beaucoup insisté auprès de Daniel, il faut ouvrir une banque à Languette, mais c'est une banque de matériaux. Ce n'est pas une banque classique, ça veut dire que quand on va construire nos différents bâtiments, on va caractériser les matériaux, les ressources qu'on va y trouver, et on va utiliser un système constructif démontable. Des choses qui ont été spécifiées par exemple par Bernard, des matériaux qui ont été identifiés justement avec une espèce de carte d'identité, ça c'est extrêmement important, où on va connaître sa localisation, sa composition, ses prochains usages en fin de vie, en fin de période d'usage, la période d'usage en question et les précautions de montabilité, de maintenance et de démontabilité. Parce qu'on peut utiliser des matériaux aussi vertueux soient-ils comme des écomatériaux, mais si en fin d'usage en fait ça part à la benne, ça n'a aucun intérêt. Donc ça veut dire qu'il faut d'ores et déjà penser non seulement le système constructif démontable, comme ça je pourrais récupérer mon matériau, et mon matériau, qu'est-ce qu'il advient après son usage? Est-ce qu'il passe par un cycle biologique qui retourne à la terre? Est-ce qu'il passe par un cycle technique pour servir en fait à fabriquer un autre matériau sous forme de matière première secondaire? Donc c'est ça le principe de l'économie circulaire, et c'est ça en fait aujourd'hui on se bat beaucoup tous pour dire il nous faut davantage d'écomatériaux, il faut prendre en compte davantage l'écologie. Un biais qui est très intéressant, et en fait un cheval de Troie qu'il faut utiliser, c'est la création de valeur et donc finalement le biais économique. Donc si j'ai des bâtiments qui aujourd'hui sont construits avec vertu, mais qui au final en fait sont source de déchets et source de coûts, ça va être pas très motivant en fait au moment de la conception et de l'intention initiale. Si par contre en fait ces bâtiments ont une valeur résiduelle et me font faire des économies, ça va m'inciter à utiliser des produits et des écomatériaux qui sont vertueux parce qu'ils sont non toxiques et upcyclables. Upcyclables, ça veut dire qu'en fait ils ont encore une valeur que je peux utiliser en tant que matière première secondaire pour d'autres produits. Donc pour ça, il faut justement bien les gérer, ces matériaux, il faut bien les étiqueter, si je puis dire, bien les référencer par un passeport circulaire, avoir un système constructif démontable et donc réversible aussi, ce qui peut être intéressant dans la vie du bâtiment pour pouvoir les récupérer. Mesurer en fait ceux qui sont effectivement upcyclables, ça peut être des produits certifiés Cradle to Cradle, mais pas forcément. Ça peut être des produits locaux qui ne sont pas certifiés mais qui ont des qualités d'upcyclabilité similaires. Il faut bien les gérer parce qu'on les oublie, on ne sait plus où ils sont ces matériaux-là, donc ensuite quand on voit rénover ou démolir ou déconstruire, en fait, on ne va pas pouvoir les gérer. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de matériauthèques circulaires pour entrer en fin de période d'usage dans un cycle biologique ou technique. Ça, c'est extrêmement important. Donc pensez à la qualité du matériau, mais aussi à son avenir. Donc ça veut dire quoi? C'est quand je vais sortir des poutres, du second œuvre, etc., de créer comme dans la nature des écosystèmes où j'aurai identifié en fait des besoins, le plus possible locaux, de matières premières secondaires issues en fait de produits extraits de mes bâtiments en fin de période d'usage. 75% des constituants d'un bâtiment, en tout cas au niveau tertiaire, sont renouvelés pendant la vie d'un bâtiment. C'est un métabolisme lent, bâtiment. Et pour certains, plusieurs fois. Donc, à partir du moment où j'ai identifié et caractérisé mes gisements, grâce à mes passeports circulaires, à partir du moment où j'ai identifié donc, des besoins qui en auront un intérêt, par exemple dans une filière bois avec Habibois, dans la mesure où j'aurai identifié des unités de upcyclage, c'est-à-dire des acteurs les plus locaux possibles qui sont capables de transformer une ressource usagée en une ressource matière première secondaire dont on a besoin le plus possible sur le territoire. On crée des écosystèmes, on imite la nature, on fait de l'économie circulaire. Ouais. Ça, c'est vraiment important de voir qu'il faut penser en fait de manière systémique et circulaire pour encore plus avoir envie d'utiliser des matériaux vertueux, biosourcés ou pas forcément biosourcés d'ailleurs. Aujourd'hui, on est capable de refaire on est sur des projets avec la région, 12 projets pilotes aujourd'hui dans ce domaine-là. On est en train de se poser la question de refaire en fait des filets de pêche à partir de moquettes usagées. Oui, parce que c'est du nylon. Donc on peut être dans le biosourcé ou pas forcément. Si ça boucle, ce n'est pas un problème. Du coup, ça peut devenir une nouvelle source de revenus. Là, je vous donne un exemple sur un bâtiment qui est en fin de construction en fait, à Grande-Sainte, en fait, à l'initiative de Damien Carême, en fait, le maire. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. On voit que
selon que ce soit des cloisons, des façades, des systèmes techniques, en fait, ces matériaux-là ou ces produits-là sont remplacés parfois plusieurs fois pendant la vie du bâtiment. Du coup, en fait, si on les a caractérisés, si on a fait des choix de matériaux intelligents, upcyclables, et compte tenu des hypothèses qu'on a aujourd'hui en termes de valorisation, on est capable de pouvoir estimer une valeur ajoutée sur 20 ans ou 30 ans au niveau d'un bâtiment. Donc, si on multiplie la valeur résiduelle de ces matériaux en fonction de leur pourcentage, qu'on regarde la dépense évitée, parce que ce n'est plus des déchets, donc on ne les envoie plus en décharge. Au contraire, on peut dans certains cas nous les acheter, en fait, c'est ce que font de plus en plus les fabricants qui sont intéressés à récupérer une moquette usagée pour refaire de la moquette, ça c'est déjà une réalité. Si on enlève le surcoût de la dépose, parce que du coup on fait une dépose plus sélective, on peut arriver à faire une valeur ajoutée sur 20 ans. Là, de l'ordre pour un bâtiment d'environ 3 000 m², entre 500 et 800 000 euros en fait sur 20 ans, dans des hypothèses qui sont encore pessimistes aujourd'hui, puisque plus le temps va passer, plus les matériaux vont acquérir, de par la rareté, de la valeur s'ils sont bien gérés. Donc c'est pour ça que c'est une banque de matériaux. Ça veut dire qu'on met de la conscience dans le système constructif, dans le choix des matériaux, et qu'on fait en sorte de les gérer pour qu'ils nous rapportent en fait au fil du temps. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà. Donc ce qu'on a fait pour Langouette, même si on était en phase APS, donc on a identifié justement les différents types de matériaux auxquels on pensait dans une phase APS et dans une phase APD qu'effectivement on va faire des choix finaux. On les a caractérisés, on les a localisés, donc on a nos gisements. On a commencé à identifier des moyens de transformation sur la région le plus possible. Et puis le marché qui va avoir besoin peut-être, il y a par exemple une entreprise qui fait des panneaux en fait, qui s'appelle Armor en fait, panneaux dans le Morbihan, qui est peut-être intéressé éventuellement à récupérer le CLT qu'on récupère en fait en fin d'usage, pourquoi pas. Donc on ouvre des débouchés et c'est le débouché, c'est le marché qui va tirer en fait le marché de l'économie circulaire. Voilà.